Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Quatre grands plateaux ce soir comme à l'accoutumée, autant savoir avec Agnat Bello qui poursuit les échanges entamés hier sur la protection des données. Aujourd'hui, que prévoit la loi? On va recevoir Nikez Danyimbo. Il est directeur de l'Office central de répression de la cybercriminalité. Avec lui, on aura les informations, toutes les informations y afférentes dans Autant savoir. On aura également comme expert ce soir Armand Dossou Kago, il est assistant social. Avec lui, on parle de la santé des PVVIH, la nécessité d'une prise en charge psychosociale. Nature et bien-être s'intéresse à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa, l'épidémie vue par les biologistes sur ce grand rendez-vous. Et comme biologiste, nous aurons Gérold Agbankpe. Tout à l'heure, vous aurez son point de vue sur cette épidémie qui ressurgit au Bénin. Le dernier plateau, on va terminer en beauté ce soir avec Elonia Dalmeda et Floriana Foutou. Elle est présidente d'une fédération sportive. Avec ces deux dames, on va parler sport et physiologie de la femme. Quel sport pratiquer? Vous aurez la réponse tout à l'heure. Voilà ce que nous avons prévu pour le grand rendez-vous ce soir. Retenez quand même qu'on aura sur ce plateau Maurice Tantan dans ActuWeb. Avant tout ça, on entre tout de suite en liaison avec la charmante, la resplendissante Nadège Sani. Nadège, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'Alandé, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à vous. Eh oui, vous nous revenez toujours avec le même sourire pour le menu du 1945, n'est-ce pas? Exactement, heureuse, toujours avec le même sourire. Mais avant les titres, permettez-moi de vous dire que j'apprécie vraiment votre tenue ce soir. Vous êtes ravissante sur le plateau et je suis sûre que vous aurez plus de téléspectateurs ce soir. Ah bon, merci Nadège, merci. Voilà, heureuse, 15 minutes à partager en votre compagnie. Ce soir, nous parlons des potentialités de la vallée de l'Ouémé, deuxième vallée plus riche après le Nil. Elle pourrait être un levier pour l'économie béninoise. Elle se donne pour mission de protéger les intérêts des consommateurs. Il s'agit des associations de défense des consommateurs. Quel rôle jouent-elles dans la chaîne alimentaire pour éviter l'intoxication à la population? On en parle dans un instant. La rue des Brodeurs à Cotonou est la destination favorite de bon nombre de personnes en quête de vêtements brodés. On vous le fera découvrir dans un reportage signé Jennifer Sativi. Voilà, heureuse, le menu de ce 19h45 ce soir. Merci à vous, Nadège Sani. On se retrouve à 19h45, donc, mesdames et messieurs, pour suivre ensemble le journal dans le grand rendez-vous. Mais en attendant, on installe le plateau de Autant savoir.
Comme je le disais tantôt à l'entame de cette émission, on poursuit les échanges liés à la protection des données, les échanges entamés hier avec Agnate Bello. Et oui, ce soir, on reçoit Nikes Danyimbo, directeur de l'Office central de répression de la criminalité. Avec lui, on va parler des dispositions prises par la loi, des dispositions liées bien sûr à la protection des données. Mais d'abord, suivons ensemble cet élément témoin. Protéger ces données de toute attaque éventuelle, tel est le souci permanent de nombreuses structures, entreprises ou personnes. Et quand il faut se connecter sur Internet, le risque de vulnérabilité s'élève davantage. La majorité des usagers ou la majorité des employés des différentes entreprises utilisent les technologies. Et lorsqu'on utilise ces technologies, il faut aussi parler de piratage informatique. Puisque lorsque vous allez aujourd'hui sur Internet, c'est un peu comme si vous menez un combat. Parce qu'il y a des pirates informatiques qui sont quelque part et qui essaient d'accéder à vos données de façon non autorisée. Lorsque les données ne sont pas protégées, les utilisateurs s'exposent à quel risque? Il y a des attaques, par exemple, qui ciblent la confidentialité de l'information. Quand on parle de l'ingénierie sociale, on parle aussi de phishing, par exemple, ou des attaques qui permettent, par exemple, à certains pirates informatiques d'injecter des logiciels malveillants à distance sur des systèmes. Et lorsque ces logiciels malveillants sont sur ces systèmes, on peut, par exemple, contrôler votre clavier, on peut contrôler votre webcam, on peut, par exemple, déclencher le microphone de votre ordinateur portable ou de votre téléphone afin d'écouter des conversations autour. Certaines astuces sont toutefois recommandées pour éviter la piraterie de ces données sur Internet. Il y a des techniques aussi qui permettent de se protéger. D'abord, il faut savoir ce qu'on met sur Internet. Ce n'est pas tout qu'on peut mettre sur Internet. Voilà. Et il y a aussi, par exemple, l'utilisation des mots de passe robustes. Un bon mot de passe, c'est au moins 8 caractères, combinés à des chiffres, des lettres majuscules, des lettres minuscules et des caractères spéciaux. Ou bien même, vous pouvez utiliser une phrase de passe, comme on le dit. Il faut utiliser des antivirus et aussi éviter tout ce qui est antivirus craqué, comme on le dit. Disons les mises à jour aussi qu'il faut effectuer au niveau de vos systèmes d'exploitation, au niveau des navigateurs que vous utilisez. Il faut dire qu'en 2016, les données de 57 millions d'utilisateurs d'Uber ont été piratées. Leur adresse électronique et numéro de téléphone, leur nom et numéro de permis également. Une preuve s'il en fallait de l'importance que revêt la protection des données. Merci à vous, Denis Dassondo, et vous aviez raison. Hein? Moi-même, mon compte a été piraté. Mon compte Facebook a été piraté, bien sûr. En tout cas, on va aborder tout ça sur ce plateau avec Agnate Bello et son invité. Comme je le disais tantôt, il s'agit de Nikes Danyimbo. Il est le directeur de l'Office central de répression de la criminalité. Bonsoir, commissaire. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, madame la journaliste. Je tiens à rectifier Office central de répression de la cybercriminalité et non criminalité. De la cybercriminalité? Tout à fait. Eh oui, ah bon, autant pour moi alors. Alors, Agnate Bello, on est ensemble encore ce soir pour poursuivre les échanges entamés hier. Et oui, heureuse d'annoncer. Merci déjà au commissaire d'avoir répondu présent sur ce plateau. Effectivement, hein, votre criminalité, ça se passe au niveau du cyber, c'est-à-dire du cyberespace. C'est pourquoi on parle de cybercriminalité. Et là, les protections de données, il est question de protection de données. On aimerait savoir avec vous que prévoit effectivement la loi. Est-ce que réellement au Bénin ici, nos données sont protégées? Est-ce qu'on peut se sentir protégé? Merci, madame la journaliste. Alors, pour répondre à votre question, je vais d'abord essayer de dire ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel. Alors, au thème de la loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel, une donnée à caractère personnel, c'est toute information relative à une personne physique, identifiée ou susceptible de l'être, directement ou indirectement, soit par un numéro d'identification, soit par un ou plusieurs éléments relatifs à cette personne-là. Ça englobe beaucoup d'aspects, hein, les données personnelles. Alors, à partir de là, aussi bien votre ADN, vos empreintes digitales,
vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, vos relevés d'identité bancaire, même l'immatriculation de votre véhicule ou de votre moto. Tout ça là constitue vos données à caractère personnel, étant donné que dès qu'on parle de l'un quelconque de ces éléments, on remonte directement à votre personne. Donc voilà. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que nos données sont protégées au Bénin? Je répondrai oui. Parce que la loi a créé le cadre nécessaire pour protéger nos données à caractère personnel. La loi que je viens de citer tantôt a même institué une commission nationale de l'informatique et des libertés qui encadre tout ce qui est gestion de données à caractère personnel en République du Bénin. Donc, partant de là, la loi a tout prévu. Il ne reste qu'à nous, citoyens, de l'appliquer ou de passer outre, soit par ignorance, soit par perversion. Mais justement, le plus important, c'est de connaître ces droits, et des droits que nous ignorons parfois et qui sont souvent bafoués. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous avons l'impression que nos données personnelles ont été utilisées à d'autres buts que ceux pour lesquels ils ont été prélevés, est-ce qu'on peut porter plainte véritablement? Tout à fait. La loi que j'ai citée tantôt, à savoir la loi 2009-09, a tout prévu. Que ce soit les institutions qui sont chargées de gérer, de prélever, de collecter et de traiter ces données à caractère personnel, que ce soit des individus comme vous et moi, personne n'a le droit de le faire si, entre-temps, il n'a pas l'autorisation de cette Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il revient d'abord à la Commission d'étudier les raisons pour lesquelles vous voulez opérer ces collectes-là, vous voulez faire le traitement en question et de voir si c'est pertinent, s'il faut vous autoriser ou pas. Alors, dès que vous passez outre, vous tombez sous le coup de la loi et déjà la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut déjà s'autosaisir et vous appliquer des sanctions qui sont prévues dans le texte, ou bien la personne qui se sent victime peut déjà aller au niveau de l'autorité judiciaire pour se plaindre. Et même lorsque vous avez l'autorisation de cette Commission nationale pour exercer, il y a des règles que vous devez suivre. Soit vous avez une structure, est-ce que les faits pour lesquels vous avez déclaré l'opération que vous devez mener, vous devez rester strictement dans ce carnaval-là. La finalité pour laquelle l'opération a été autorisée doit être respectée. Ensuite, il faut que les données que vous êtes chargé de collecter soient des données pertinentes par rapport aux faits pour lesquels elles sont collectées. Troisième position, il y a que vous devez assurer la sécurité et la confidentialité de ces données que vous êtes chargé de collecter et de traiter. Et pour finir, il faut que ces collectes-là respectent le droit de la personne humaine dans leur collecte et dans leur traitement. Tant que vous ne respectez pas ces paramètres-là, vous tombez également sous le coup de la loi et vous pouvez être interpellé à tout moment. Maintenant, en cas de fuite ou de perte de données personnelles, quels sont les risques encourus? Alors, en cas de fuite ou de perte de données, les responsabilités doivent être situées. Étant donné qu'il y a une autorité qui est installée, à savoir la CNIL, il y a des sanctions administratives qui sont prévues, qui peuvent aller soit du retrait de l'autorisation, de la suppression des données que vous avez en temps prélevé, jusqu'au paiement des amendes. Il y a également des sanctions civiles qui sont prévues, et là, c'est des rubriques de dédommagement selon le préjudice que vous avez causé. Et pour finir, il y a des sanctions pénales qui sont prévues, et à ce niveau, c'est des peines d'amendement. C'est prévu par l'article 65 de la loi que j'ai citée tantôt. C'est dit que vous êtes puni de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement et une peine... 5 à 10 ans. Bien sûr. Et une peine d'amende de 10 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA. Voilà ce que je peux vous dire. Je veux bien comprendre. Qui là est puni? Est-ce que c'est celui qui a perdu ses données? Pas du tout. Celui qui a perdu ses données, c'est une victime. Voilà. C'est la personne qui soit a mal collecté, a mal traité les données, soit la personne qui frauduleusement a pris possession de ces données-là, qui est poursuivie devant l'autorité judiciaire. D'accord. Mais justement, aujourd'hui, maintenant, on est presque tous sur les réseaux sociaux, mais la plupart de ces réseaux n'ont pas le siège social ici au Bénin. Dans un cas de fuite de données ou de perte de données, quelle est la législation qui prévoit? Celle du site ou celle de la victime?
C'est là toute la difficulté que nous éprouvons actuellement. Étant donné que la loi que j'ai citée tantôt, c'est une loi béninoise qui s'applique au Bénin, et les structures, les grands groupes tels que Facebook, Yahoo, et Google, Gmail, Hotmail, tout ce que vous voulez, ne sont pas des structures béninoises, ne sont même pas des structures africaines. Ce sont des structures qui sont basées pour la plupart aux États-Unis, dans des structures de droit américain. Et par conséquent, la poursuite est toujours plus compliquée. D'où nous devons interpeller nos concitoyens, les internautes, et les sensibiliser à ce qu'ils ne mettent pas toujours les données sensibles, les données à caractère personnel sur ces réseaux sociaux. Sur ces plateformes. Donc, voilà. si je comprends bien, ceux qui ont eu leur compte piraté et autres ne peuvent même pas poursuivre Non, pas ou du tout. porter plainte au Bénin. Pas du tout. Ils peuvent porter plainte. La loi leur donne la possibilité. Étant donné, si vous avez votre compte Facebook qui est piraté, vous saisissez l'office, une enquête est ouverte, et naturellement, celui qui a piraté, ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas évident. C'est clair. C'est un individu comme vous et moi, basé peut-être ici au Bénin ou ailleurs dans le monde, qui est derrière ce cas de piratage. À partir de cet instant, si l'enquête remonte à l'individu, la loi que j'ai citée tantôt s'applique à lui. Maintenant, les structures que j'ai citées sont des plateformes sur lesquelles vous-même vous mettez vos données à caractère personnel. À partir de cet instant, lorsque les données sont là-bas, vous ne maîtrisez pas ce qui se fait avec. Oui. Voilà le problème. D'accord. Justement, on parle de collecte de données massive sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs ça qu'on vend, puisque la plupart du temps, ces réseaux sont gratuits. Nos données personnelles leur servent de base, justement, publicitaire. Est-ce que vous confirmez, mon commissaire? Mais oui, bien sûr. C'est justement pour ça que nous devons inviter nos concitoyens à beaucoup plus de prudence et de méfiance. Étant donné que vous trouvez une plateforme que vous estimez gratuite, vous venez mettre tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que ces groupes-là font? En amont, on vous fait signer un contrat. Oui, une clause de confidentialité. Contrat que nous ne lisons même pas assez, que nous ne maîtrisons pas, mais que nous validons, que nous signons. Étant donné que vous validez ce contrat-là, c'est comme si vous donnez votre consentement à cette structure-là. Et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de vos données. C'est vrai qu'ils disent dans le contrat qu'ils vont garantir la sécurité, la confidentialité, mais toujours est-il que vous êtes tranquille et vous recevez des spots publicitaires d'autres groupes. Oui. Et si ces groupes-là n'ont pas la possession, n'ont pas vos données, comment peuvent-ils remonter à vous pour vous envoyer il y a ces même spots? des contacts sur votre, dans votre base de contacts sur votre téléphone. Ces personnes-là, on vous fait leurs propositions pour les accepter sur les réseaux sociaux. Je me demande toujours si c'est qu'il y a peut-être discussion ou échange. Comment cela s'explique, mon commissaire? Non, et c'est des groupes, c'est pas des groupes de philanthropie, c'est des groupes qui sont à la recherche de profit. Vous venez sur la plateforme, mais eux autres, ils ont besoin de vos données qu'ils mettent à disposition d'autres groupes pour pouvoir rentrer en possession de ce qu'ils ont investi, de ce que vous êtes venus profiter de leur installation, mais en retour, les autres, ça doit leur générer de profit. Oui. Ce sont ces données-là qui vendent à d'autres groupes pour pouvoir bénéficier. En fait, c'est comme ça que c'est rentable. Voilà ce que je peux dire. Donc, finalement, mon commissaire, ces réseaux sociaux sont tous sauf gratuits. Ah oui, c'est ça, en fait. Non, en fait, il n'y a jamais de gratuité. N'est-ce pas? Non, il n'y a jamais de gratuité sur Internet. Ce que vous pensez gagner ici, vous perdez de l'autre côté. Ça, là, c'est évident. Alors, quels sont les conseils que vous auriez à apporter aux téléspectateurs en ce qui concerne la protection des données personnelles? Déjà, si je dois donner de conseils, je partirai juste d'un exemple. Si vous permettez. Oui, allons-y. Je partirai juste d'un exemple. Alors, c'est un cas que j'ai connu il y a quelques semaines en arrière où l'individu en question, la victime, a eu son compte Facebook piraté et c'est justement à partir de ce compte-là que une de ces photos a été récupérée, qui a servi ensuite à fabriquer une fausse carte LEPI. Cette fausse carte LEPI a permis ensuite que sa carte SIM soit désactivée et ça a contribué ensuite au retrait de l'argent sur son compte Mobile Money. Donc, tout à fait. C'est pour vous dire que nous devons faire hautement attention à tout ce que nous mettons sur Internet. Parfois, nous avons tendance à considérer nos boîtes électroniques comme
des armoires ou bien Oui, nos des agendas coffres-forts où personnels. on peut déposer beaucoup de Oui. choses, Oui. mais à l'arrivée, voilà ce qui nous arrive. Donc, il faut que désormais, les concitoyens, les internautes se méfient de tout ce qu'ils vont publier sur Internet ou de tout ce qu'ils vont essayer de sécuriser sur leur compte électronique. Voilà ce que je D'accord, peux mais est-ce répondre. qu'il n'y a pas d'autres astuces que la méfiance? Est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir réellement être sûr en allant sur ces réseaux sociaux qu'on est protégé et que les données sont protégées? Oui, et ce sera votre mot de fin, évidemment. Oui, mon est-ce que commissaire. vous-même, chez vous, à la maison, avant de quitter, je suis sûr que vous prenez des précautions. Si vous allez sur Internet, vous devez prendre exactement les mêmes précautions. Les mêmes... Est-ce qu'Agnat prend des précautions? Elle est 24 heures sur 24 sur Facebook. Hein, Je suis spécialistique, c'est notre heureuse d'annoncer. spécialistique, mais avec assez de selfies. Oui, mais je suis sûr que si jusque-là, elle n'a pas été victime, c'est qu'elle prend Quand assez même de le minimum de précautions. précautions. N'est-ce Mais je pas? crois quand même qu'il y a une précaution qui a été dite dans le reportage et que moi je profite du plateau pour pouvoir dire aux téléspectateurs, Oui. c'est le mot de passe robuste. Il paraît que ça sauve énormément hein, quand on a un mot de passe robuste. Oui, Heureuse d'annoncer. oui, le mot de passe sauve énormément, mais au même moment, lorsque vous tombez sur des gens caïds, des spécialistes, votre mot de passe est craqué. Et qu'est-ce qui se passe habituellement, même, je vais, si vous permettez, les Juste Très rapidement. 30 secondes, oui. les cas que nous avons recensés à l'Office central de répression de la cybercriminalité, les cas de piratage, plus de 80%, c'est les individus, les victimes même, qui donnent leur mot de passe. Oui, parce que le délinquant vous aborde un peu comme si c'était un ami, c'était quelqu'un que vous aviez connu par le passé. Il a pris le profil, le faux profil de quelqu'un qui, pour vous aborder, vous pensez que c'est la personne et vous envoie un faux lien. Et en répondant au questionnaire, Vous donnez accès à votre mot de passe et vous tout le donnez reste. votre mot Non, de passe mon dans commissaire, les éléments que vous fournissez. vous avez beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations à partager avec En les 15 téléspectateurs, mais en 15 minutes, minutes, c'est on pas peut pas possible. tout Ce dire. qu'on va faire, nous allons encore vous réavoir sur ce plateau. Ok. Ce qui est sur ce plateau, il est le vôtre, vous le savez. Merci. Et les téléspectateurs aussi le savent dorénavant. Donc, merci beaucoup, mon commissaire, heureuse Merci. d'annoncer. Eh oui. Merci pour votre indulgence. C'est Et parce merci que le également au sujet est chef de très mission. intéressant. Oui. Et oui, on est tous concernés. Et ce sera tout pour Autant savoir de ce soir. Demain, un autre numéro consacré toujours à la protection. La commission nationale, Voilà. justement, Le informatique. commissaire en a fait des cas tout à libertés, l'heure. oui. Et voilà, mesdames et messieurs, tout de suite, on va installer le deuxième plateau du grand rendez-vous de ce soir, l'Espère. L'Espère de ce soir, Armando Soukago, il est assistant social. Avec lui, on va parler de la santé des personnes vivant avec le VIH et le SIDA, surtout la nécessité d'une prise en charge psychosociale. Monsieur Dosoukago, bonsoir, merci d'être des nôtres ce soir. Bonsoir, madame. Oh, bonsoir, heureuse, tout simplement. Bonsoir, heureuse. C'est mieux. Alors, la pleine forme, Oui, ça va. ça va. Oui. Et les PVV? Ils vont bien, j'espère. Alors, on parle de leur santé ici aujourd'hui, surtout la prise en charge psychologique et sociale. Oui. Mais déjà, en matière de prise en charge psychologique, comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'une fois venu recueillir ou prendre les résultats, quand c'est positif, waouh! Waouh, pourquoi? Je crois qu'il n'y a pas de problème en Ah la ben, matière. on sait quand même qu'on ne s'y attend pas. Et là, c'est un choc psychologique. Non, au fait, qu'on reçoit. quand on n'est pas dans le fait de l'action, on pense que c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui, déjà à l'avance, se disent, vu les comportements que j'ai eu à avoir, je pourrais avoir un résultat positif. Donc, Il y a certains s'y d'autres- attendent d'ailleurs. Oui. Il y a d'autres qui se disent, bon, au vu de tout ce que j'ai eu à faire, ce n'est pas évident que j'ai un résultat positif. Donc, c'est au cas par cas. Donc, Donc, la c'est personne, ceux-là qui sont souvent surpris oui, du résultat il positif. y en a qui ne le sont pas. Donc, ça dépend, c'est au cas par cas. Donc, ce n'est pas figé, au fait, ce n'est pas standard. Donc, l'intéressé peut venir faire le test. Le résultat peut être négatif et contre toute attente, la personne reste là à pleurer pendant peut-être 30 minutes, pleurer à chaudes larmes vraiment. Pleurer de joie ou quoi? Les deux, ça peut être de joie que de malheur parce que la personne se dit, si c'était positif, j'allais faire ci et ça allait changer ma vie. Ça peut paraître bizarre, mais c'est ça. C'est cela. Donc, lui, il attend Je donne l'exemple d'être d'une femme. PVV avant de changer de vie ou quoi? Non, mais c'est la situation que la personne vit qui l'amène à penser ainsi.
La personne, je prends quelqu'un qui vit dans un couple, une femme qui vit dans un couple où il y a problème, la personne se dit, bon, si éventuellement, elle a fait le test, le résultat est, monsieur a fait le test, le résultat est négatif, je fais le test, le résultat est positif, non, monsieur a fait le test, le résultat est positif, si je fais le test, si le résultat est positif, je pourrais avoir les arguments nécessaires pour lui dire, ah, mais c'est toi qui as amené ça dans la maison, donc maintenant là, chacun prend sa route. Mieux, quelqu'un qui, dans un couple, l'autre a un résultat positif, et il vient faire le test, et il avait déjà en tête de trouver un moyen pour se séparer de l'intéressé. Le résultat est négatif à son niveau, la personne se dit, ah, mais si c'est ça, monsieur, je ne peux pas vivre avec vous, ou bien madame, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui a le VIH, donc je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Donc je dis c'est au cas par cas. Maintenant, il y a certaines personnes qui ne s'attendent pas à ce que le résultat soit positif. Et quand le résultat est positif là... Quelles sont les réactions? Il y a différentes réactions. La personne peut rapidement se taire, rester là, calme. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que la personne est en train de penser? Et quelques minutes après, la personne revient maintenant pour vous dire, maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il y a d'autres qui commencent par pleurer à chaudes larmes, qui disent, mais c'est pas possible, je ne peux pas avoir un résultat comme ça. La personne se dit, mais ça doit être nécessairement mon partenaire, bien ma partenaire qui m'est induit dans cela. Et il y a des gens aussi qui se reprochent amèrement d'avoir eu des comportements qui aient amené à ce que le résultat soit positif à ce jour-là. Maintenant, il y a d'autres personnes qui, bon, se disent, oui, bon, c'est normal, je m'y attendais, ça peut arriver, c'est arrivé. Je donne l'exemple de quelqu'un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, le résultat est positif, la personne n'a pas une réaction extraordinaire, la personne a pris ça sportivement. C'est comme si la personne s'attendait à cela, mais la personne me disait, je ne m'attendais pas à ça, mais je sais que ça peut arriver. Maintenant que c'est arrivé, ce n'est pas la fin du monde, je fais avec. Mais contre toute attente, ce qui peut paraître bizarre, cette personne a dit, je ne voudrais pas aller dans un centre de prise en charge, je vais gérer ça moi-même. Et gérer comment? Vous lui avez posé la question? Non, gérer comment? Le problème là, la personne a la liberté, la latitude de choisir. On ne peut pas l'obliger à aller dans un centre de prise en charge. Nous, on fait l'effort de lui donner les avantages, les inconvénients à y aller ou à ne pas y aller. Elle a eu les informations nécessaires, elle sait à quoi elle s'expose si elle n'y va pas. Mais elle a choisi de ne pas y aller, elle dit qu'elle va gérer. Elle a dit une phrase qui est importante, qu'on entend souvent, Dieu est capable de tout. Donc, il peut y avoir un miracle. Ça peut tout dire. Elle peut peut-être, suite à un autre test de dépistage, être déclarée négative. Ça peut tout dire. Et maintenant, il y a un autre aspect aussi de ceux-là qui viennent faire le test. Ils vous disent, ah, vous avez mal fait le test, votre résultat n'est pas bon. Ah, je n'ai pas un résultat positif, ce n'est pas possible qu'il y ait un résultat positif. Mais en ce moment, on dit aux gens, vous avez la latitude d'aller le faire dans un autre centre pour voir. D'accord. Donc, mais il n'y a pas de cas où... Maintenant, il y a des gens qui parfois deviennent violents, mais c'est vraiment rare. Deviennent violents? Oui, si on prend 10 cas, il peut peut-être avoir un cas de gens, en tout cas, je n'ai pas encore rencontré, mais je sais qu'il y en a, deviennent violents. Violents comment? Est-ce qu'ils vous agressent? Verbalement, et puis ils commencent à vous insulter. Vous insultez, c'est vous qui leur avez transmis le virus? C'est un sentiment de colère, de révolte, mais c'est souvent passager. C'est souvent passager. Maintenant, il y a d'autres, quand vous leur donnez le résultat, si c'est négatif, les gens sautent sur vous et vous embrassent. Bon. Est-ce qu'ils vous signent également des chèques? Non. Ah ben, pourquoi ces personnes-là pensent souvent qu'ils sont positifs parce qu'ils ont eu à faire des rapports sexuels avec des personnes positives? On ne pense pas souvent que la transmission peut être ailleurs. Non, ce n'est pas évident. Il y a certaines personnes qui ont les bonnes informations et quand vous leur donnez le résultat, vous leur dites que votre résultat est positif. Tout d'abord, avant d'aller au test et d'aller au résultat, on explique aux gens les éventualités, les moyens de transmission du VIH. On fait un rappel, même si la personne connaît, on fait un rappel. La personne sait à quoi s'en tenir et ça prépare déjà l'intéressé à aller voir dans le rétroviseur pour dire, bon, s'il a dit que par rapport à ce non protégé, on peut se contaminer, bon, c'est possible que, bon, ce que j'ai à faire entre-temps, ça peut amener ça. Donc la personne fait déjà ça dans sa tête. Donc c'est déjà une préparation psychologique. Maintenant, lorsqu'on a le résultat à l'intéressé, celui-là qui est informé, qui est préparé dans sa tête déjà, essaie déjà d'identifier comment
éventuellement, il aurait été contaminé. Donc, il y a certaines personnes qui disent, moi, je suis sûr que ce n'est pas par le sexe que j'ai été contaminé. Voilà. Mais entre-temps, c'est vrai que j'ai fait certaines choses avec des objets tranchants ou bien à l'hôpital, je suis sûr que c'est par là que éventuellement j'ai été contaminé. Ce qui est sûr aujourd'hui, il n'y a pas un test, en tout cas pas à ma connaissance, qui puisse nous dire c'est pas le sexe, c'est pas les objets tranchants ou bien c'est pas manipulation de sang que la personne a été contaminée. On ne peut pas le savoir. Transmission de la mère à l'enfant. Maintenant, pour ça, transmission de la mère à l'enfant, c'est quand l'enfant est suivi, quand à l'âge de 0 à 15 ans, par là, qu'on peut peut-être se dire, ah, c'est par ça mais que l'intéressé a eu. Le virus. Donc, voilà. Et on sait quand même qu'il y a eu dans ce pays-là des vierges, des filles vierges qui ont eu le sida. Bien sûr, ce n'est pas seulement par le sexe qu'on peut se contaminer. Donc, au vu de ça, on dit souvent aux gens, ce n'est pas parce que j'ai rencontré une femme qui est vierge que je dis, alors là, elle n'a pas le VIH, donc je peux aller au follow. Non. Voilà. C'est seulement le test qui peut nous permettre de savoir si X ou Y a le VIH ou pas. Voilà. Et parlant de leur prise en charge, ce qui nous intéresse le plus ici, la prise en charge psychologique. Comment sont-ils suivis ces... Bon, la prise en charge psychologique commence déjà par le centre ou bien le lieu où la personne a fait le test. Ça démarre systématiquement après les résultats. Oui, parce qu'il faut préparer l'intéressé d'abord à être conscient de ce que sa vie a changé parce que le VIH est là. Pas négativement, positivement, non. Mais lui faire comprendre qu'il y a une nouvelle donne. Maintenant, plus rien ne sera comme avant. Oh, non, bon, on peut le dire. Maintenant, au vu de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et maintenant, il faudrait normalement que celui-là, qui est le conseiller qui reçoit l'intéressé, l'assistance sociale ou bien la santé, puisse prendre en compte deux paramètres. L'individu d'abord et après maintenant son milieu de vie et ses ressentiments. Son milieu de vie parce que l'individu travaille quelque part. L'individu vit quelque part. Et l'individu a une perception, une culture. Donc il faut tenir compte de tout ça. Et maintenant, l'individu, dans l'entretien, pourrait dire, ah oui, au vu de ça, là, au vu du résultat positif, il peut y avoir tel problème qui vont surgir. Alors là, il faut pouvoir aider l'intéressé maintenant à trouver les solutions pour régler ces problèmes-là. Il ne s'agira pas de donner des solutions à l'intéressé, mais il faut l'accompagner, l'aider, l'amener, l'orienter pour qu'il puisse lui-même, avec l'accompagnement, trouver les solutions à son problème. La prise en charge, donc, prend en compte l'intéressé, sa famille, son milieu de travail, donc ses collègues aussi, même s'ils ne sont pas là, même s'ils ne sont pas informés, s'ils ne sont pas interpellés, et aussi les milieux dans lesquels l'intéressé se trouve, ou bien les milieux que l'intéressé fréquente. Maintenant, parlant de prise en charge psychosociale, il y a aussi un autre volet qui intervient dedans un peu. Il y a la prise en charge médicale qui intervient parce que quoi? Quand la personne prend les médicaments et que la personne n'est pas observante, c'est-à-dire la personne ne prend pas les médicaments à l'heure où il faut, quand il le faut, comme il se doit, il y a un problème qui se pose. Il n'y aura pas d'efficacité par rapport à la prise en charge. Donc, mais est-ce que là, quand le malade ne prend pas les médicaments comme il se doit, est-ce que ce n'est pas parce que quelque part la prise en charge psychologique a connu d'échec, a échoué? On ne peut pas le dire, ce n'est pas évident. Il n'y a rien qui puisse nous permettre de dire que c'est automatiquement cela. C'est possible. Mais le fait est ceci, celui-là qui est derrière, ou bien en face du patient ou bien du client, comme on le dit, n'a pas une baguette magique. Mais l'intéressé tient compte des ressentiments de celui qu'on a en face de soi pour pouvoir agir et trouver les éléments nécessaires pour l'accompagner. Peut-être qu'il n'accepte pas encore le mal. Bien sûr, s'il n'accepte pas, avec les entretiens, l'accompagnement, on comprend et on sait. Et puis, on essaie maintenant de l'amener d'abord à comprendre, de l'amener à accepter. Deuxième chose, et maintenant... Comment vous procédez? Non, si l'intéressé, je donne l'exemple, l'intéressé dit, bon, moi je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Ok, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, pourquoi vous n'acceptez pas? Il y a des gens qui disent, moi je ne crois pas à l'existence du VIH. C'est vrai qu'on ne peut pas, on n'est pas autorisé à dire, telle personne a le VIH, telle personne a le VIH, il faut aller voir. Non, mais on a des astuces, des informations qu'on passe pour expliquer à l'intéressé que ça existe réellement.
C'est un exemple très simple que je donne. L'intéressé peut aller peut-être dans un centre de prise en charge. Bon, non, je dis souvent aux gens, est-ce que vous allez à l'église? Est-ce que vous allez dans les bars? Est-ce que vous allez au marché? On dit oui. Vous rencontrez des gens là-bas? Oui. Maintenant, est-ce que vous arrivez à identifier parmi ceux-là quelqu'un qui a le VIH? Non. Pas du tout. Maintenant, est-ce que vous n'apprenez pas quand même que quelque part, quelqu'un est mort décédé du VIH? On dit oui. Et si c'est oui, ça veut dire que ça existe. C'est vrai que vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez jamais eu l'opportunité de voir. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la voir. Et ce n'est pas l'intéressé, le conseiller de la santé, qui se donne le plaisir de vous dire que votre résultat est positif parce que ça lui donne quelque chose, ça lui rapporte quelque chose. Ça ne rapporte rien. Mais il fait son travail, vous dit ce qui est. Et au vu de ça, il est prêt à vous accompagner. À vous accompagner. L'accompagnement aussi va même jusque dans le foyer parce que l'intéressé a la difficulté d'informer son partenaire ou sa partenaire, oui. Ou bien l'enfant a la difficulté d'informer ses parents et de gérer sa séropositivité à la maison. Donc, le conseiller, l'assistance sociale, le bien-être santé aussi intervient dans ça. D'accord. Oui. Et parfois, il y a des couples dans lesquels quelqu'un a le VIH et la personne a la difficulté d'informer l'autre. Oui. Et on leur dit, mais puisque vous devez avoir des rapports sexuels, si l'intéressé vient maintenant vers vous pour dire, bon, il faudrait qu'on ait des rapports, est-ce que vous allez lui opposer le préservatif? Parce que vous ne l'utilisez pas. Voilà le point d'interrogation. Voilà que vous ne voulez pas le lui dire. Donc, il faut l'aider à trouver les astuces nécessaires pour pouvoir informer l'intéressé. Mieux, on dit, on vous donne notre disponibilité pour vous accompagner, pour aller rencontrer l'intéressé ou bien faire. Souvent, on demande à l'intéressé de venir au centre de dépistage, au centre de santé, et on fait un entretien, on essaie de trouver les astuces pour expliquer à l'intéressé que, voilà, votre partenaire a fait le test, le résultat est positif. Maintenant, voilà les implications qu'il y a. Et surtout, on insiste sur le fait que les gens ont souvent peur de ceci. Oui. Vivre avec quelqu'un qui a le VIH, je risque d'avoir le VIH. On aura des enfants, on risque d'avoir le VIH. Les enfants risquent d'avoir le VIH. Donc, on essaye déjà d'éclaircir ce tableau-là pour dire qu'il n'en est rien. Il y a la surtout possibilité... que les choses ont évolué. Il y a des enfants qui naissent même de mères séropositives sans être séropositifs. Voilà, donc on explique ces choses-là à l'intéressé. Et surtout, les gens pensent que, bon, manger ensemble avec quelqu'un qui a le VIH, utiliser les mêmes toilettes, dormir dans la même moustiquaire, etc., dans le VIH. Donc, on essaie d'expliquer tout ça là, d'éclaircir maintenant l'esprit des gens. Et là, je crois que ça donne un résultat, un certain résultat. Positif. Voilà. Ben, pas parlant du sida, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, parlant de cette prise en charge sociale, est-ce que vous intervenez même dans le lieu de travail, le cadre de travail de l'intéressé? Parce qu'on sait bien que la loi protège ces PVV. Il y a dans certaines structures des chefs d'entreprise qui n'acceptent pas les malades, les PVV. Non, il faut dire une chose. Même si on va faire le test de dépistage, les séances de dépistage dans une entreprise, on n'a pas le droit d'informer un employeur de ce qu'il y a tel employé qui a fait le test et qui a le résultat positif. Ce n'est pas son problème. La seule obligation qu'on a, c'est de dire, oui, nous avons fait le test à 100 personnes, il y a peut-être 10 personnes qui ont un résultat positif, il y a 5 qui ont un résultat indéterminé et le reste, c'est un résultat négatif. Il n'a pas le droit de connaître le nom et le prénom, rien. Mieux, dans le cas on prend les dispositions. Le chef d'entreprise, l'employeur sait que vous êtes PVVIH et que ben là, il vous limoge. Il n'y a pas ça. Non, il y a, vous l'avez dit, il y a une loi votée en 2006 qui protège ceux-là qui sont travailleurs porteurs de VIH. Donc, normalement, si l'employé est informé et que l'employeur le licencie et qu'il a les preuves de ce que c'est à cause de son état sérologique qu'il a été licencié, il peut porter plainte. Le Code du travail et la loi en question recommandent à ce que si l'intéressé a le VIH et que cela a un aspect négatif, une implication négative sur son rendement, on a la possibilité de lui changer de poste. Tout simplement, non de le licencier. Mais pas le licencier. D'accord. Pas toucher à son salaire. D'accord. Voilà. Ah ben, même si on lui change de poste? Ah non. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur Dossou-Kago Armand. Vous êtes assistant social. Vous nous avez parlé un peu de votre vécu avec les PVVIH. Comment vous procédez dans la
prise en charge, dans leur prise en charge psychologique et sociale. On va voir dans quelle mesure vous recevoir dans les tout prochains jours, toujours pour parler de cette prise en charge-là des PVVIH. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Nous allons à présent recevoir, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit, hein, et nous allons à présent recevoir Maurice Dantan dans ActuWeb. Et voilà, nous sommes avec Maurice Dantan, Adonis qui a cédé place à Maurice ce soir et je suis très heureuse de l'avoir à mes côtés. Oui, Adonis peut... La jalousie, non, je suis avec Maurice et je suis très bien là d'ailleurs. Ah, Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Je suis également heureux d'être sur le plateau avec moi. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de passer sur le plateau du grand rendez-vous. Merci d'être là d'ailleurs et d'être venu avec un certain nombre de sujets. Mais déjà, il faut retenir que nous allons parler de cette initiative de Marie-Cécile Zinsou. Elle a eu une idée lumineuse, hein, pour amener une œuvre artistique de l'Américain Jeff Koons au Bénin. Alors, je vais essayer de vous raconter l'histoire dans les détails. Vous connaissez peut-être Jeff Koons, c'est un artiste contemporain américain, l'un des plus en vue du moment. Et en hommage aux victimes des attentats de 2015 en France, il avait décidé en 2016 d'offrir une œuvre monumentale à la ville de Paris. Sauf que l'emplacement qu'il a choisi pour installer son œuvre divise dans les milieux politiques et artistiques en France. En effet, l'œuvre, une main brandissant 10 tulipes pesant 33 tonnes, doit être installée place de Tokyo, entre le palais de Tokyo et le musée d'art moderne. Dans une tribune publiée dans le journal Libération, certains grands noms de la culture et de la politique ont même estimé que cette sculpture bouleverse l'harmonie actuelle entre les colonnades du musée d'art moderne et le palais de Tokyo et la perspective sur la tour Eiffel. Et c'est là que Marie-Cécile Zinsou entre en jeu. C'est dans ce contexte donc que Marie-Cécile Zinsou a eu l'idée, ce que je qualifie de lumineuse, de proposer à Jeff Koons de venir installer son œuvre au Bénin, plus précisément à Ouidah. Dans un tweet adressé à l'artiste américain, elle écrit ceci. Bon, je vais essayer de lire en anglais et vous n'allez pas vous moquer de moi. Elle dit, Dear Jeff Koons, if you change your mind about Paris, we will be very happy to have your sculpture in Ouidah, Benin. You will take good care of it and it will be seen by plenty of people. Contact me for further details. Ce qu'on peut traduire par cher Jeff Koons, si vous changez votre avis à propos de Paris, nous serons très heureux d'avoir votre sculpture à Ouidah, au Bénin. Nous prendrons soin d'elle et plein de personnes pourront la voir. Contactez-moi pour plus d'informations. À première vue, ça a l'air drôle, mais l'idée fait son chemin et sur Twitter, Marie-Cécile Zinsou harangue littéralement les Béninois pour soutenir l'idée et ça marche. Son message a été retweeté plus de 110 fois. Même Flora Coquerel, l'ancienne Miss France d'origine béninoise, a retweeté le message de Marie-Cécile Zinsou avec un clin d'œil à l'artiste. Pour le moment, Jeff Koons n'a pas réagi. C'est ce que je voulais. Il n'a pas réagi. Il ne réagira peut-être jamais. Mais il faut dire que l'initiative de Marie-Cécile Zinsou, qui est la présidente de la Fondation Zinsou, fait la publicité du Bénin sur la toile, fait la publicité de la Fondation Zinsou et de son musée de Ouidah. Mais je me demande, est-ce qu'il suffit de tweeter sur le compte de Jeff pour avoir une réponse favorable? Est-ce qu'il ne faudrait pas procéder d'une autre manière pour entrer en contact avec Jeff? Je pense que c'est si on veut vraiment concrétiser cette idée dite lumineuse. C'est un début. On verra. On va suivre peut-être que Jeff Koons va réagir. On ne sait jamais. Avec Twitter, les choses peuvent aller très vite. Très vite. OK. Vous avez d'autres sujets avec nous à nous présenter, mais en attendant, on va suivre le journal parce que là, il est 19h45. Mesdames et messieurs, le journal, c'est tout de suite avec Nadège Sané. 19h45 à Cotonou et partout au Bénin. Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous de l'information sur la chaîne du développement. La forte potentialité et la variété de cultures de la vallée de l'Ouémé pourraient faire d'elle un levier pour l'économie béninoise. Elle est la deuxième vallée plus riche après le Nil en Égypte.
Quel rôle jouent les associations des consommateurs avant et après une intoxication alimentaire? La réponse dans cette édition. Une rue dédiée à la mode africaine, en particulier la confection des vêtements brodés. Cette rue existe à Cotonou. On y retrouve des brodeurs de plusieurs nationalités. Dans ce journal, nous vous le ferons découvrir. Face aux dommages que subissent les acheteurs de biens et services, les associations de défense des consommateurs se donnent pour mission de protéger les intérêts des consommateurs. Mais au-delà des conférences de presse qu'ils organisent, comment fonctionnent-elles? Quel est leur rôle avant et après une intoxication alimentaire? C'est ce que nous proposent Mathieu Soukenou et Thibaut Maffon à travers ce reportage. Des tonnes de denrées alimentaires sont produites chaque jour pour couvrir les besoins nutritionnels de l'homme. Mais lorsqu'on n'y prend pas garde, ces mêmes denrées peuvent créer des dommages à la santé. On parle alors d'intoxication alimentaire. Nous avons pour mission de prendre les références effectivement des différents produits pour voir s'ils sont conformes. S'il y a des non-conformités, s'il y a des soupçons, nous remontons l'information à l'autorité pour que des mesures soient prises afin que les consommateurs ne puissent pas tomber dans ce piège, consommer ces produits ou être exposés à des nuisances sanitaires. Malgré toutes ces précautions, des cas d'intoxication alimentaire peuvent survenir. Les actions que mènent les associations sont alors d'une toute autre nature. Il y a deux voies qui s'offrent à nous. Nous pouvons prendre par la voie administrative ou bien la voie judiciaire. Selon que celui qui a mis le produit en circulation, selon son comportement, nous choisissons. Et selon aussi l'avis de la victime qui peut vouloir un règlement à l'amiable. Mais nous avons pour mission de les accompagner effectivement à être dédommagés chaque fois que la situation se présente. Mais au-delà, il est conseillé à chaque consommateur de prendre les dispositions adéquates pour ne pas être victime d'intoxication alimentaire. Il faut que nous puissions avoir le réflexe de signaler automatiquement après la consommation de produits où le goût ou la couleur a changé. Il faut qu'on remonte l'information pour qu'on puisse revoir au niveau du fournisseur s'il n'y a pas un défaut de fabrication qui serait préjudiciable à la consommation. Merci donc à Sylvania Tchanou pour avoir lu ce reportage de Thibaut Maffon. La vallée de l'Ouémé, une deuxième après celle du Nil sur le plan africain, pourrait être un levier pour l'économie béninoise. Malgré sa forte potentialité et la variété de sa culture, cette vallée ne joue pas encore son rôle de grenier du Bénin et même de la sous-région. Quelles en sont les raisons? Suivez le reportage de Jules Akoikou et William Tchouki. Le Bénin, une puissance agricole d'ici 2025. Une volonté manifeste des décideurs politiques. Des 7 millions d'hectares de terres arables, à peine 18% sont exploités. Pire, l'agriculture béninoise est encore tributaire des précipitations, un véritable frein à l'éclosion de cette volonté. Nous ne pouvons pas continuer à faire l'agriculture selon la pluie, parce que là aussi on ne maîtrise rien. Vous voyez aujourd'hui quand on parle de la culture, des cultures maraîchères au Burkina Faso, le Burkina Faso vraiment a un certain nombre d'avantages par rapport à nous. Donc c'est parce qu'il y avait des aménagements au Burkina Faso, de grands aménagements effectués déjà par l'État en temps révolutionnaire de Sankara, mais par la suite, même le Milon Chalon a fait de grands aménagements qui font école aujourd'hui au Burkina Faso, donc nous devons aller vers ça. Et nous sommes heureux et contents de remarquer quand même que dans notre pays, au niveau de la vallée de Malanville, le chef de l'État s'est abondamment investi dans ce sens. Donc, il faudrait voir si ça prend et dans quelles conditions on peut valoriser, bien sûr avec la coopération chinoise, valoriser ces installations et puis d'autres bailleurs de fonds qui sont intervenus par la suite, la BAD intervenu, la BOAD est intervenue pour accompagner ce processus. Si dans la vallée du Niger, les résultats de l'exploitation de cette terre riche sont concluants, dans la basse vallée de l'Ouémé, la deuxième vallée la plus riche après celle du Nil, les choses battent toujours de l'aile. La question de propriété limite les interventions à ce niveau-là. Mais au-delà de tout, il faudrait
pas fait de grandes installations dans notre pays, parce que notre pays est étroit, fait de petits aménagements à la dimension humaine, capables d'être reproduits et d'être gérés par les localités qui les utilisent. Donc, à ce niveau, c'est fondamental. Vous voyez, au début du règne du président Yaboni, il y a ce qu'on appelle les aménagements sommaires. Ça veut dire que pendant la saison des pluies, sur 1 hectare, c'est peut-être 200 000 francs ou 400 000 francs d'aménagement sommaire qui permet de conserver l'eau pour les plantes. C'est des aménagements qui sont très importants. On n'a pas besoin de faire de grands aménagements, mais des aménagements sommaires, le temps d'une campagne, qui ne coûtent pas tellement cher, mais qui ont donné leurs résultats. Donc ces types d'aménagements, il faut les repenser, les étendre et les améliorer à côté des aménagements qu'on pourrait effectuer sur l'Okpara, sur le fleuve Ouémé, à Malanville. Vous voyez l'Okpara par exemple, là nous avons des problèmes de crues, débordements, tout ça, mais c'est des choses qu'on peut canaliser pour permettre aux producteurs de pouvoir accéder à la chose. Mais il y a quand même des inconvénients. Lorsqu'on fait de grands aménagements, il y a des déplacements de cours, déplacements de population et puis des inondations qui peuvent arriver. Il faut faire des aménagements qui puissent éviter, qui permettent de protéger la nature, de protéger les populations qui vivent dans les environnements. C'est la question de propriété qui a empêché les différents projets de se réaliser. Il y a des problèmes de propriété, c'est d'abord ça qu'il faut régler. Si ce problème est réglé et les aménagements sont faits au profit de ceux qui sont capables de produire, ça pourrait aller. Donc il faut qu'on s'entende sur la question de propriété et que l'État, prenant appui sur ça, puisse investir. Parce qu'il ne faudrait pas investir pour que ce soit seulement la chose de 2 ou 4 collectivités. Il faudrait que les gens se rendent compte que c'est un domaine. D'abord, les cours d'eau, nulle part n'est la propriété de personne. Il faut que dans notre pays, on soit discipliné pour savoir que les cours d'eau, c'est pour l'État. Si on est discipliné, ça pourrait aller. Donc la question de propriété dont on parle, c'est parce que notre État n'est pas fort. Au moins à ce niveau-là, l'État doit être fort. Les vallées, les cours d'eau, c'est pour l'État. Régler le problème de la sécurité des terres, construire des retenues d'eau pour réduire la dépendance, et la vallée de l'Ouémé pourra jouer son rôle de grenier du Bénin et même de la sous-région ouest africaine. La rue des Brodeurs à Cotonou est la destination favorite de bon nombre de personnes en quête de vêtements brodés. Plusieurs nationalités s'y trouvent et y exercent depuis plusieurs années déjà. Allons à la découverte de la rue des Brodeurs avec Anthony Alaka et Jennifer Sativi. Scoagbeto, un des quartiers de Cotonou. Impossible ici de parcourir une ruelle sans être en présence de boutiques ou d'ateliers de broderie. Il s'agit de la principale activité du lieu, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de la rue des Brodeurs. Sa genèse remonte aux années 80. Commerce. Bon, atelier ici, là, c'était Vieux Diouf, il est sénégalais. Avec M. Cham, c'est un sénégalais. Bon, moi, je suis venu comme l'état avec, je suis malien. Et on a resté ensemble avec Kalou Demba. Il était dans le bon hôtel Bako. Bon, les gens, bon, on est en train de livrer les apprentis là, et aussi ils vont ouvrir l'atelier. Après là, ça grandit comme ça, ça devient rue des Brodeurs. Quand on parle de la route des Brodeurs, on parle d'un quartier où il y a tout type de couturiers. Des brodeurs, des fournisseurs et puis des tailleurs simples. Une estimation, bon, on peut dire ça varie de 100 à 120 comme ça. On ne peut même pas compter parce que c'est trop. Il y en a d'autres même qui sont cachés à l'intérieur des maisons. La rue des Brodeurs est alors devenue le lieu de travail de bon nombre de personnes exerçant dans ce domaine. Cela est essentiellement dû à sa renommée qui va même au-delà des frontières béninoises. Tout celui qui quitte d'un pays, il descend à Cotonou. Quand il demande c'est où le quartier des Brodeurs, on lui dit simplement Scoagbeto. Tout celui qui veut ouvrir son atelier est obligé de faire un pas à Scoagbeto pour chercher un espace, créer sa petite boutique ou atelier pour commencer le travail. Avant notre emploi là, c'était ghanéen. Mais quand on a formé beaucoup de Béninois là, et les Ghanéens sont commencés à rentrer. En dehors des couturiers et brodeurs, certains trouvent l'endroit assez propice aux affaires. Il y a des tailleurs de métier, il y a des hommes d'affaires, c'est-à-dire vous avez un peu de fonds, vous ouvrez un atelier, vous prenez des travailleurs et vous vendez.
parce que souvent on vend à l'extérieur. C'est plus important qu'avec la clientèle au niveau du Bénin. Toutefois, l'installation massive des brodeurs dans ce quartier n'est pas sans générer d'autres difficultés. Le fait qu'on est plus nombreux, vous voyez quand on gagne 50 000 par jour, par semaine par exemple, et qu'on est plus de 4 voire 5, donc ça réduit. Si nous tous nous sommes ensemble et qu'on a tiré une conclusion et un règlement qui est debout, ça va nous permettre, parce que tu ne peux pas quitter d'un atelier à un autre atelier, on te dit ah, une commande est à 14 000, tu vas là-bas, la personne va te dire c'est 10 000, c'est impossible. Mais aujourd'hui, les commandes qu'on fait à 15 000, 16 000, si tu vas dans un atelier, maintenant ils te disent non, même avec 7 000, ils prennent. Des normes sont appelées à être établies et respectées, et c'est là où réside la valorisation de ce quartier et par ricochet, la prospérité de l'économie de la ville, voire du pays. Page internationale à présent, la Banque mondiale a approuvé un financement d'un montant total de 15 millions de dollars en faveur de la Côte d'Ivoire dans le but d'aider à enrayer le phénomène de déboisement et de dégradation des forêts qui prend de l'ampleur dans le pays. Ce financement provient de l'Association internationale de développement qui agit en qualité d'agent d'exécution du programme d'investissement forestier au titre du Fonds climatique d'investissement stratégique. Les bénéficiaires directs de ce projet, estimés à environ 345 000 personnes, seront les agriculteurs et les communautés tributaires de la forêt. La République fédérale d'Allemagne a accordé au Mali un financement sous forme de dons d'un montant total de 34,7 milliards de francs CFA. Ce fonds est destiné à la mise en œuvre de plusieurs projets d'alimentation en eau potable et d'irrigation. Ce don va contribuer également à appuyer le programme national d'irrigation de proximité dans la région de Gao ainsi que le programme national d'irrigation de proximité dans les régions de Tombouctou et de Mopti. À Paris, la Seine a atteint son pic de crue loin du record historique observé en 2015. Mais la décrue s'annonce lente avec, pour les riverains, des conséquences non moins importantes pendant encore plusieurs jours. Regardez plutôt les images de l'AFP commentées par Marcel Arossi. À Paris, la Seine a atteint son pic de crue lundi, loin du record historique. Des interrogations demeurent sur les dégâts potentiels pour la région. Les promeneurs sont venus en masse tout le week-end observer sous une bruine fine les beiges submergés. Bateaux à l'arrêt, arbres et lampadaires baignant dans une eau boueuse où quelques-uns avaient même choisi de pêcher. Côté transport, 7 gares parisiennes en bordure de Seine resteront fermées au moins jusqu'au 5 février. Au total, 1500 personnes ont dû quitter leur logement en Île-de-France, a indiqué lundi la préfecture de la police. Environ 1900 abonnés restaient touchés par des coupures d'électricité. Ces crues résultent des fortes précipitations tombées ces dernières semaines sur des sols déjà gorgés d'eau. Le bimestre décembre-janvier compte parmi les plus pluvieux recensés depuis le début des relevés en 1900, selon Météo France. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain, 19h45. Merci Nadège Sani. À demain, 19h45. Ben, avant demain, 19h45, les quoi titres. sera? Voilà la présentation des titres à 19h, je le sais, heureuse. Et avant cela, bon, la soirée. D'accord, Nadège Sani, on va vous retrouver demain, 19h45, je sais, hein, avec le même sourire, n'est-ce pas? Toujours avec le même sourire pour faire plaisir à mes chers téléspectateurs. Ah, ok. Bon, mesdames et messieurs, le journal est terminé. Nous allons poursuivre le grand rendez-vous ici. Retenez déjà qu'il nous reste entre autres 2 plateaux sur lesquels on va échanger. D'abord, Nature et Bien-être qui se consacre à l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Et on va recevoir sur ce plateau Gérold Agbankpe, il est là. Déjà, vous allez le voir après Actu Web pour nous parler de l'épidémie. L'épidémie vue par
par les biologistes. Nous aurons également Beauté au pluriel qui sera consacrée au sport et à la physiologie de la femme. Quel sport pratiquer? Vous aurez sur ce plateau un manager de sport pour nous apporter toutes les informations. Avant de les recevoir, mesdames et messieurs, on échangeait avec Maurice Tantan sur cette initiative, une idée lumineuse selon Maurice Tantan de Marie-Cécile Zinsou de ramener une œuvre artistique de l'Américain Jeff Koons au Bénin. Alors, est-ce qu'on peut très rapidement revenir sur cette information-là? Très rapidement. Oui, très rapidement, je vous expliquais que c'est donc une œuvre monumentale qui pèse quand même 33 tonnes de Jeff Koons, offerte à la ville de Paris, et dont certains politiques et responsables du milieu artistique n'en voulaient pas. Et donc Marie-Cécile, elle a fait, disons, un appel de pied à Jeff Koons sur Twitter pour lui demander si Paris ne veut pas de son œuvre, qu'elle est prête à l'accueillir au Bénin et précisément à Ouida. N'est-ce pas? Et on va peut-être demander aux téléspectateurs que tout le monde retweet le message de Marie-Cécile Zinsou. Et peut-être montrer à Koons que, bon, on est intéressé par l'art contemporain au Bénin également. Et que son œuvre a toute sa place à Ouida. À Ouida. Alors, l'autre information, Google lance Bulletin, une application pour partager les actualités locales. Oui, selon le site d'information en ligne Slate, Google se prépare à lancer un outil permettant de lire et de publier des actualités locales. La firme américaine travaille donc sur un outil du nom de Bulletin, vous l'avez dit, Heureuse, dont l'objectif est de partager des news et des événements à l'échelle locale plutôt que global ou international. À la façon d'un blog collaboratif, tout utilisateur de cette application pourra contribuer à faire grossir la communauté et les actualités. Slate a annoncé le service il y a 3 jours en expliquant que n'importe qui pourrait poster des nouvelles concernant des événements, par exemple des événements sportifs ou culturels, mais aussi des actualités portant sur la communauté, une rue qui est bloquée, une rue qui est mal éclairée ou encore l'ouverture d'un nouveau magasin. De cette façon, chacun pourra poster sans avoir à créer son blog au préalable ou son site web au préalable. Néanmoins, des règles de modération auraient déjà été mises en place par Google. Les contenus de type sexuel, violent, haineux, contribuant au harcèlement ne seront par exemple pas acceptés sur cette application. Pour éviter toute dérive constatée déjà dans les autres réseaux sociaux. Réseaux sociaux, d'autres sites de collaboration en ligne. Donc, il suffit juste de télécharger cette application Bulletin, le journal des régions, je dirais, ou bien le journal local. Oui, et puis je précise pour le moment, l'application n'est pas encore officielle, n'est pas encore sortie. D'accord. Mais Slate l'a annoncé, ça devrait arriver dans les prochains jours. On va vous recevoir. On va suivre, bien sûr, dès que ce sera sorti. Merci beaucoup, Maurice. Maurice Tantan qui nous apportait ces informations collectées sur la toile, mesdames et messieurs. Ce sera tout pour Actuel, Maurice. Bien sûr, on va se retrouver demain. Ah, on sera encore ensemble demain. Peut-être, on ne sait jamais. Ah bon, pas peut-être. Soyez là demain pour le bonheur, le plaisir des téléspectateurs, pour mon plaisir. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, on va tout de suite recevoir notre invité de nature et bien-être. Eh oui, hello, on va se retrouver tout à l'heure. Eh oui, on va se donner les coups de poing sur le plateau. Elle sait de quoi je parle, mesdames et messieurs. Tout de suite, nature et bien-être. Voilà, on parle de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa, l'épidémie vue par les biologistes. Ce soir, on aura l'avis d'un biologiste, Géro Agbankpe, sur cette épidémie-là. Mais d'abord, suivons ensemble ce reportage réalisé par Kiat Bankoto. Peut-on guérir de la fièvre hémorragique à virus Lassa? La réponse à cette interrogation est certainement oui. Contrairement à Ebola, il existe un remède efficace au virus Lassa, la ribavirine. La guérison est spectaculaire. On a des cas confirmés qui sont guéris, qui sont rentrés chez eux. Lorsque vous venez tôt, on vous prend en charge. En principe, il n'y a pas de raison pour que vous décédez. Parce que tout ce qui est désordre, hypovolémie, insuffisance rénale fonctionnelle, tout ça là, en principe, c'est réglé. À condition d'être administré dès l'apparition des premiers symptômes, la ribavirine peut soigner le virus Lassa sur une durée précise. C'est de 11 jours à 2 semaines de traitement selon l'État. Et aujourd'hui, un seul comprimé, ça coûte plus de 2000 francs CFA. Or, un malade doit être mis, par exemple, un comprimé x3 par jour pendant 2 semaines.
La guérison de la fièvre de Lassa par traitement de ribavirine est estimée à 99% et revient excessivement cher à l'État béninois. Il est important de respecter les règles d'hygiène pour assurer la prévention et éviter la transmission puis la propagation du mal. La prise en charge est totalement gratuite dans les centres de santé et hôpitaux de zone. Voilà, merci à vous, Rekat Bankoto, pour ce reportage qui nous informait sur la ribavirine, cette molécule disponible pour guérir le Lassa. Mesdames et messieurs, on est avec Géraud Agbankpe. Géraud, il est biotechnologiste. Avec lui, il est qualiticien. On va parler de cette épidémie-là, de la fièvre hémorragique à virus Lassa. Géraud, merci d'être là. Le plaisir est partagé. Bonsoir. C'était également un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Alors, lorsqu'on parle du Lassa, qu'est-ce que le biologiste peut nous dire là-dessus? Lassa, d'abord, c'est un virus, d'accord, de la famille des Arinoviridae, d'accord, qui cause... bien technique. ouais. On risque de s'embrouiller, là. Le virus Lassa, d'accord, est à la base, d'accord, de la fièvre hémorragique à virus Lassa, d'accord. C'est une fièvre ou une maladie qui est endémique, d'accord, et zoonotique, c'est-à-dire qui se transmet, voilà, par le biais d'un animal. Voilà. Bon, en gros, voilà ce que je peux dire sur le virus. Aujourd'hui, voilà la situation, une ressurgence du mal. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce que d'abord, je viens de dire tout à l'heure que c'est une maladie endémique, d'accord, il paraît même que le Nigeria est en pleine endémie depuis des années. Oui, et vous n'êtes pas sans savoir qu'on est un pays frontalier au Nigeria, d'accord. Donc, les Nigériens, qui font les allers-retours dans nos pays viennent avec cette infection-là et le transmet à la population. Et quand les Béninois également vont au Nigeria pour peut-être leurs achats, activités et tout, ils reviennent avec le virus. Mais là, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que le biologiste peut dire aujourd'hui sur cette épidémie-là? Parce que le ministère de la Santé a mis sur pied un certain nombre de mesures. On dit des mesures d'urgence. C'est ce qu'on dit toujours, mais finalement, l'épidémie est devenue cyclique au Bénin. Bon, d'abord, c'est une épidémie qui est cyclique, oui, vous avez raison, mais ce n'est pas la faute du riposte antérieur qui amène au fait que le virus soit cyclique, non. Ce n'est pas parce que les ripostes ont connu des échecs? Non, pas du tout. On ne peut pas empêcher les populations de faire leurs allers-retours au Nigeria. Mais sachant que les frontières sont tellement poreuses au Bénin et de l'autre côté, est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer la sécurité ou la surveillance au niveau des frontières? Le problème, c'est que même si on renforçait la sécurité, c'est une maladie qui est asymptomatique. C'est-à-dire, tout de suite, on ne sent pas les symptômes. D'abord, les symptômes de l'infection sont confondus aux symptômes du palu. Vous avez la fièvre, le mal-être et tout ça. Donc, c'est difficile de diagnostiquer directement que c'est le virus de Lassa. Voilà. C'est impossible d'ailleurs. D'accord? Donc, il faut laisser d'abord le temps d'incubation du virus, c'est-à-dire de 1 à 3 semaines, d'accord, pour voir réellement les symptômes, c'est-à-dire les hémorragies au niveau du nez, des yeux et tout ça. Et là, donc, on sait que... Voilà, on est en face du virus Lassa. D'accord. Donc, mais au niveau du laboratoire, comment expliquer qu'aujourd'hui, le Bénin ne peut pas mener, vous souriez, ne peut pas prendre en main ces analyses-là qu'on fait et quand on dit il y a le Lassa, on dit non, on attend la confirmation de l'OMS. Oui, parce qu'au Bénin, nous n'avons pas le plateau technique adéquat pour diagnostiquer le virus. Mais pourquoi cela? Quand même, ce n'est pas pour la première fois que nous vivons la situation Ebola, c'est un peu comme le Lassa. Oui, bon, j'espère qu'avec le nouveau gouvernement, un laboratoire de P4 va être mis en place pour contrecarrer éventuellement. Laboratoire P4, qu'est-ce que vous y mettez? Bon, un laboratoire P4, c'est un laboratoire de confinement de niveau 4 qui permet de manipuler ce genre de virus. Et qu'est-ce qui nous manque dans nos laboratoires ici?
Bon, ce n'est pas ce qui manque, mais c'est que sur place, sur le plan national, on n'a pas encore un laboratoire P4 de niveau 4. Il n'y en a pas encore. Wow. Ouais. Mais parlant de des mesures d'urgence, voilà, on nous parle de la prise en charge des malades. Et il paraît qu'il n'y a même pas de tentes et autres disponibles de zones pour mettre en quarantaine ces malades-là. Bon, là, je ne serai pas d'accord avec vous, parce que le service épidémiologique est formé pour ça. Chaque fois qu'il y a un cas de virus, il est mis en quarantaine. Ça, c'est même pas à discuter. Mais c'est le protocole. On souhaite peut-être pas, il paraît que le virus n'est plus loin de Cotonou. Il paraît, on va attendre les confirmations du ministère de la Santé. Mais si tout Cotonou est déclaré en crise, est-ce que vous pouvez gérer la situation, les biologistes et les médecins, vous pouvez gérer la situation, c'est possible? Ne nous affolons pas, d'accord? Actuellement... Avons-nous les moyens pour gérer la crise, effectivement? Actuellement, oui. D'accord, l'épidémie est au nord et je pense qu'avec la riposte idéale du gouvernement, je pense que ce virus-là sera contrecalé et on ne va pas en arriver à l'extrême. On ne va pas arriver à l'extrême. C'est notre souhait. On aura sur le plateau, si tout va bien, le jeudi prochain, le président de la commission de prise en charge médicale et psychologique et tout ce qui va sur le plateau pour nous dire également, pour nous donner leur avis sur l'évolution de l'épidémie. Que dire aujourd'hui à la population, parce que là, c'est une mobilisation générale qui s'impose? Bon, c'est les moyens de prévention qu'on pourra donner à la population. D'abord, il faut se laver, d'accord, les mains à l'eau et au savon avant et après les toilettes, d'accord, et demander également à la population de mieux protéger les aliments, parce que le virus a pour hôte les rongeurs, d'accord, qui sont dans nos maisons et qui circulent partout, voilà. Et aussi, quand vous sentez les symptômes, allez directement à l'hôpital. Voilà que ces symptômes sont pareils au paludisme. Oui, oui, je n'en disconviens pas. Mais déjà, vous avez la fièvre, vous avez le mal-être, c'est-à-dire une fatigue généralisée. Allez à l'hôpital, d'accord, et là, le médecin vous suit. Là, c'est plus adéquat que de rester à la maison et de dire que bon, c'est le simple palu et qu'après, ça vire. Mais ça se contamine également d'homme à homme. Oui, oui. La contamination est aussi interhumaine, d'accord. Lorsque vous n'avez pas échange de flux corporels, c'est-à-dire le sang, la sueur, la salive, voilà. Donc, que faire alors? Parce qu'il y a des fois où vous êtes en plein échange avec votre interlocuteur, oui, qu'il y a ces gouttelettes de salive qui sont dans l'air. Il faut faire beaucoup attention. Parce que quand la personne, vous êtes en face d'une personne infectée et que vous avez un contact avec échange de flux, là, vous êtes contaminé. Franchement, là, ça fait peur. Ça fait peur. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est une épidémie qui, grâce au riposte, qui va être gérée. J'ai confiance aux services épidémiologiques, ils vont le faire. Vous n'allez pas nous dire le contraire ici, et c'est notre souhait d'ailleurs que ça soit réellement, effectivement et efficacement géré par vous et les médecins. J'en suis convaincu. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, pour la prise en charge, lorsque le mal est là, que faire? Parce qu'on sait, il y a eu l'un des membres, le rapporteur de la commission de la prise en charge médicale, ici sur le plateau, qui a dit, bon, on prend d'abord par le guérisseur, on perd le temps ailleurs avant d'aller à l'hôpital. Et là, c'est trop tard. Oui, là, c'est trop tard. Si vous avez les symptômes, immédiatement, vous venez à l'hôpital et là, on vous met sous traitement de la ribavirine. Quand le traitement est posé dans les semaines de l'infection, là, vous pouvez être guéri de l'infection. Dans les semaines? Oui, parce que si ça dure trop,
la ribavirine n'arrive plus à son effet. Voilà. Mais lorsque la ribavirine n'a pas l'effet qu'il faut, qu'est-ce que vous faites? Comment procédez-vous? Actuellement... Est-ce que le malade est mis simplement sous surveillance? Oui, le malade est mis sous surveillance. C'est le protocole normal. Le malade est mis sous surveillance. Mais c'est que l'idéal est que une fois vous êtes infecté, prévenez l'hôpital de votre zone, allez à l'hôpital et là, on vous met sous traitement de la ribavirine. Vous parlez de ribavirine, mais est-ce que la ribavirine est réellement effectivement disponible en quantité? Bon, parce que je crois que c'est gratuit, non? Ou bien ce n'est pas gratuit? Bon, je ne saurais le dire, hein, c'est aux agents du service épidémiologique, c'est à eux qu'il faut poser cette question. Ça, je ne saurais le dire. Moi, je suis dans le rôle de chercheur et je donne mon avis par rapport au sujet. D'accord. On espère que, comme le diraient certains, ce n'est pas parce que le vendeur de l'alcool, du gel hydroalcoolique ne vend plus qu'on nous parle encore de l'ASA. Pour certains même, c'est parce que vous, les chercheurs, c'est une initiative des chercheurs. Et le virus? Le virus, l'ASA. Ah bon? Ce sont les chercheurs qui font les recherches et après, bon, on met en expérimentation. Oh, non, 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 non. Vous savez, quand on parle de virus, et en particulier, en général, les micro-organismes, on vit avec tout le temps. Parce qu'on les trouve dans l'air atmosphérique, au sol, dans même le sous-sol. C'est partout. Nous vivons avec les micro-organismes. Donc, on ne peut pas dire que ces gens d'épidémie viennent des labos. Des labos? Non, je suis désolé. C'est pas Vous le êtes cas. sûr? Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jérôme Agbankpe. Oui, Jérôme Agbankpe, vous êtes biologiste. Avec vous, on a parlé de la fièvre hémorragique à virus Lassa et l'épidémie vue par les biologistes. Et ce sera tout pour... Biologiste. Microbiologiste, biologiste. Voilà. D'accord. Merci beaucoup et ce sera tout pour Nature et Bien-être de ce soir. Le dernier plateau, mesdames et messieurs, de votre grande émission du soir, Beauté au pluriel. On va recevoir tout à l'heure Elonia Dalmeda et Floriana Foutou, les managers de sport, pour parler du sport et de la physiologie de la femme. Quel sport pratiquer? Vous aurez la réponse après avoir suivi ce reportage de Rekiat Dalmeda, de Rekiat Bankoto et Elonia Dalmeda. Des pas et des mouvements maîtrisés, le tout sous le regard d'un coach. Dans ce centre sportif, de plus en plus de femmes sont séduites par la pratique du sport en salle. Une formule en vogue parmi bon nombre de sports accessibles à la gente féminine. Il y a les cours aérobiques, il y a les cours de bâton, il y a les cours de step. Tout ça, ce sont des disciplines de la gymnastique. Il y a aussi la nouvelle discipline maintenant que nous appelons la Zumba, que les gens ont commencé depuis. Et maintenant, on a commencé aussi dans les centres de gym au Bénin. Et qu'il s'agisse de pratiquer du sport en cours collectif ou en individuel, tout comme les hommes, la gente féminine doit veiller au port d'une tenue vestimentaire adéquate. Il faut des tenues appropriées à chaque discipline sportive comme la gym. Donc vous venez à la gym, vous portez des trucs plus sexy, des trucs plus proches du corps. Il y a des collants hommes-femmes, il y a aussi des trois quarts comme des pantalons en kawé, en jogging. Santé et forme physique sont les motivations principales de cet attrait pour le sport. Mais pour certaines, la perte de poids est l'objectif majeur. Je suis un peu obèse, hein? Donc par déjà ça, je sens le besoin de pratiquer le sport. Et par mes médecins aussi, on nous recommande pour avoir la pleine forme. Et quand j'ai commencé, je sens le résultat. Faites 30 minutes de sport, de marche, vous revenez, c'est déjà bon. Mais au moins 3 fois par semaine. Et si quelqu'un qui est déjà habitué au sport, qui fait tout le temps le sport, quand il laisse le sport, oh là là, il va prendre du poids. Face à cet engouement des femmes pour le sport, de nombreuses associations sportives voient le jour à Cotonou. Une offre qui séduit les sportives à petit budget pour le faible coût des cours
et l'ambiance de groupe. Si tu n'es pas intégré dans un groupe, tu ne peux pas voir que c'est forcé que tu dois arriver. Tu vas faire la paresse. Dans un groupe, non seulement on fait le sport, mais il y a aussi cette vie associative qu'il y a en deçà. Et il y a des activités de solidarité que nous menons qui fait qu'il vaut mieux être membre d'un groupe, d'une association sportive. Au Bénin, le sport n'est plus seulement l'apanage des hommes. Le sport au féminin est bel et bien devenu une réalité. Eh oui, le sport au féminin est bel et bien devenu une réalité. Et quand est-ce qu'il faut faire ce sport-là et quel type de sport faut-il vu la physiologie de la femme? On va aborder tout ça avec Floriane Afoutou, manager de sport que vous voyez déjà. Madame Afoutou, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci, bonsoir. Telle qu'elle est habillée, on ne dirait pas que c'est un manager de sport, hein? Mais voilà, la femme doit rester au féminin. Eh oui, le sport va se féminiser aussi. Exactement. Alors, hello, oui, on se porte bien. bonsoir, heureuse. Oui, tout va bien. La pleine forme. En sport, attitude. Voilà. Eh oui, c'est pour ça que je disais tantôt aux téléspectateurs qu'on va se régler les comptes ici, on va se donner des coups ici, là. On va se donner des coups. En tout cas, Madame Afoutou, bonjour. Oui. Bonjour. Vous allez nous dire un petit peu quelles sont les spécificités de la pratique du sport pour les femmes. Il se trouve qu'on a un corps bien différent des hommes. Bien sûr. Donc moi, j'ai envie de vous demander, déjà, par rapport au reportage que vous avez vu, on dit que de plus en plus de femmes béninoises pratiquent du sport aujourd'hui. Est-ce que c'était le cas autrefois au Bénin? Eh oui, très belle question. Vous savez, les femmes béninoises et africaines ont toujours pratiqué le sport, sans s'en rendre compte. Ah oui? C'est aujourd'hui que nous sentons le besoin parce que nous sommes en ville. On a eu la floraison des motos à 2 roues qui nous empêche de quitter PK3 pour PK3,5 parce que le coût du transport est à 100 francs. N'est-ce pas? Oui. Toutes les femmes, surtout africaines, font le sport. Dites-nous comment elles faisaient du sport autrefois. Quand nous quittons par exemple notre chambre, nous allons faire la vaisselle, nous avons fait, je ne sais pas, le ménage et tout. Oui. C'est déjà le sport. Ça met en contact déjà nos muscles. Le sport, c'est à quoi? À fortifier nos muscles, à nous donner de la tendance, à solidifier notre corps, à rendre notre corps bien plus joli, à nous rendre bien plus belles. Donc vous voulez dire que même la femme du village qui porte la bassine... Mais est-ce que vous remarquez qu'au village, nos mamans sont bien plus en forme que nous, qui sommes en ville. Oui. Elles ne font rien d'extraordinaire. Le matin, elles vont chercher l'eau dans le village voisin. Elles reviennent chez elles. Elles font les travaux domestiques. Elles vont remuer les champs. Elles ont un peu de cueillette. Elles vont dans le marché voisin. C'est ça le sport. Est-ce que vous pensez que cette volonté des femmes citadines de faire du sport aujourd'hui, ce n'est pas un effet de mode quelque part? Non, c'est qu'elles se sont laissées aller par l'évolution de la ville. Aujourd'hui, on préfère avoir une domestique parce qu'on trouve que c'est trop tracassant. Non, c'est bon pour le corps. Et c'est ce pourquoi elles trouvent maintenant que le recours, c'est dans les clubs. Encore qu'il y a des clubs qui font sport bière. Ah bon? On finit le sport. Avec une bière? Oui, à peine on fait quelques exercices et puis on se tape encore la bière pour regagner en calories. Pour retrouver les calories perdues il y a quelques secondes. Ok. Mais alors, vous parliez des muscles tout à l'heure. Quels sont, je dirais, les effets bénéfiques du sport sur le corps de la femme? Quels sont les muscles qui sont les plus sollicités en général? Le sport en lui-même embellit déjà la femme. Vous savez, la marche est déjà un sport que moi je qualifie d'universel. Marchez simplement, vous serez bien. Il n'y a rien de plus vos simple biceps, comme sport. Vos triceps, vos phalanges, vous allez les développer et vous serez en pleine forme. Vous savez, une femme qui marche beaucoup, bien qui fait le sport, bien, bon, maintenant on a des sports de catégorie et puis bon, les sports professionnels auxquels les femmes s'adonnent. C'est là maintenant qu'on est en train de sentir une éclosion de la femme au niveau sportif. Mais en dehors de tout ça, une femme qui pratique déjà le sport, quand vous lui portez un coup de poing, vous sentez, il y a cette résistance du corps. Et c'est ça qui l'embellit.
Vous faites le sport, vous développez légèrement les muscles dans vos costumes ou bien dans vos accoutrements. Vous êtes très belle et très élégante. D'accord. Et il y a une question souvent que les femmes posent à leur coach ou à leur entraîneur. Il y a des points spécifiques sur le corps, dans notre physionomie, qu'on a envie de tonifier. Notamment, je pense aux fesses, aux fessiers. Au sein, la poitrine. Quels sont les exercices, quelles sont les disciplines sportives qui vont amener à tonifier toutes ces zones-là? Non, il faut le plus souvent faire des abdos. D'accord. En fait, les abdos, vous appelez toute la colonne vertébrale, vous dégagez votre poitrine et puis vous avez les muscles qui se contractent. Vous avez aussi les fessiers. Et puis vos jambes aussi qui se contractent. Et puis donc, je vais faire un exemple là. On fait comme ça, on dégage quoi? Tu dégages la poitrine. Oui. D'accord. Tu souffles. Tu prends pas la répète. Je ne peux même pas supporter. Et puis tu reviens. Là, ça te permet aussi de casser un peu le ventre. Parce que quand ton ventre s'aplatit, c'est que la poitrine sort. N'est-ce pas? Et puis les fesses se solidifient. Et puis tu es toute belle. Surtout quand tu viens plaquer des jeans. N'est-ce pas? Ah oui, avec les body assez légers. Nous en savons quelque chose. D'accord. Donc finalement, qu'on fasse du volleyball, qu'on fasse de la natation, qu'on fasse, je ne sais pas, du football, aucun sport n'est finalement interdit à la femme? Non, aucun sport n'est interdit. Il y avait quelques années, vous aurez pu poser cette question, que j'aurais peut-être un peu peur pour notre sport fatidique. Ouais. Nous appelons l'autre boss. Quel sport? Vous parlez de quel boss? Voilà, c'est le catch. Ah, le catch. On voit bizarrement des femmes. On a vu le catch très violent, on ne l'a pas senti féminin. Mais aujourd'hui, même les stars de catch, ce sont des dames. Effectivement. Mais est-ce que c'est bénéfique pour la physiologie de la femme? Oui, vous savez, le sport d'abord, c'est quoi? C'est d'abord le plaisir et non la contrainte. D'accord. Quand vous éprouvez du plaisir à pratiquer un sport, vous savez, nous sommes différentes. Et on ressent les courbatures aussi. Ouais, donc, non, quand on fait du sport, on doit ressentir des courbatures. Forcément. Il faut s'y attendre. C'est là qu'on sait que ça marche. Quand vous mettez votre corps et les muscles en exergue, vous devez sentir. Les courbatures. Parce que vous n'étiez pas habitué. Voilà. C'est d'ailleurs là où je rejoins quelqu'un qui est intervenu. Il dit, quand vous faites même les sports de compétition, et puis maintenant vous vous dites, ok, je participe aux compétitions, maintenant je fais le sport d'entretien. Vous allez prendre du poids. Totalement. Parce que votre corps est habitué à un rythme et vous cassez le rythme. Et là, ça prend du temps pour s'adapter. D'accord. Donc l'idéal, c'est d'adopter un style de sport. Un style de sport qui vous plaît bien. Si c'est la marche, marchez tout le temps. Si c'est 10 minutes de marche, 15 minutes de marche que vous voulez faire, faites-le de temps à autre. Mais est-ce qu'il n'y a pas des sports que nous, femmes, on ne peut pas faire? On parle de douleurs pelviennes, on parle d'hormones. Est-ce qu'en fonction de ça, il y a des choses que finalement sont plus difficiles à faire que pour les hommes? Est-ce que vous savez ce pourquoi on écrit femme et on lit sa femme? Non. C'est parce qu'il y a un potentiel. Il y a ce hic en la femme. Ouais. Quand elle est déterminée, elle arrive à tout. N'est-ce pas? Donc, il y a des... aucun sport n'enfreint la morphologie des femmes ou bien quoi. Même si... Mais le problème, c'est quoi? Il faut essayer de se connaître sanitairement. D'accord. Et de savoir quel genre de sport pratiquer. Voilà. Donc là, il faut déjà recourir au médecin. Vous avez fait votre analyse, vous regardez votre rythme cardiaque. Si vous n'êtes pas habilité à courir les 200 mètres, vous allez vous mettre à courir les 200 mètres? Non. Parfait. Autre chose, c'est les différents stades de la vie que la femme rencontre. Donc, les premières règles, la grossesse, la ménopause. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce qu'on peut faire du sport pendant tous ces stades-là? Il est même recommandé aux femmes enceintes de mieux faire le sport pour faciliter l'accouchement. Ouais. Non, le sport, c'est pour tous les âges. Ouais, tous les âges. Oui, on peut faire du sport, mais il faut savoir calculer son sport et le rythme. Mais qu'en est-il selon la morphologie aussi? Et selon sa morphologie. Mais comment est-il... Si tu es dépranositaire, je ne peux pas te demander maintenant d'aller faire les 500 mètres plats. Je ne peux pas te demander maintenant d'aller taper dans un ballon de football ou bien de faire du rugby. Tu sais que tu as la marche. Et la marche, c'est le sport universel. Il nous rend service sans qu'on ne s'en rende compte. Sauf que nous ne nous ramène pas des médailles. À moins que quelqu'un vienne nous créer maintenant,
un school de marche. Bon, on fait la marche et puis le premier gagne quelque chose, c'est tout. Une question que les jeunes mamans aussi se posent, c'est à quel âge je dois mettre mon enfant au sport? Il n'a pas encore les os bien solides, il n'a pas encore les muscles développés. À quel Justement, âge? c'est le sport qui va lui permettre de solidifier ses os. Hein. Moi, je conseille déjà à 3 ans. Déjà à 3 ans. Déjà à 3 ans, envoie ton enfant au sport. Et là, je conseille même les sports de main, les arts martiaux et autres. Là, ils commencent par avoir Aussi bien pour les filles? Oui, oui, que les hommes. Ouais. Là, ils commencent par avoir la maîtrise de son corps. Et puis, il solidifie ses muscles. Il grandit dedans. Après, il peut choisir autre discipline. Il peut faire du basket, il peut faire du football, mais il est aguerri. Mais certaines mamans disent qu'il y a certains sports qu'elles ne veulent pas faire à leurs filles pour éviter qu'elles développent les épaules ou qu'elles aient des muscles au niveau des cuisses trop développés. Est-ce que Non, tout dépend déjà. Non, tout dépend de la morphologie de l'enfant. Mais par exemple, cette image, je ne sais pas si on peut, voilà, merci beaucoup. On voit ces bodybuildeuses là. Est-ce que c'est conseillé? Une femme comme ça? Est-ce que vous savez pourquoi elle est comme ça? Parce qu'elle aime le sport qu'elle pratique. Est-ce qu'on ne peut pas pratiquer autrement le sport sans être déformé de cette manière? Est-ce qu'il n'y a pas un risque même de stérilité? Certains disent ça. Non, il y a une pluralité de goût. Peut-être qu'elle a la frénésie des muscles. Elle se donne aux activités musculaires. Sinon, le sport ne nous amène pas jusque-là. C'est chacun qui choisit ce qu'il veut. C'est pourquoi je dis que le sport, d'abord, c'est la passion. Si vous êtes passionné par un certain nombre d'activités, vous allez le faire. Si c'est le basket qui vous passionne, vous faites le basket. Et dans votre basket, vous pouvez aller maintenant développer vos muscles. Si vous voulez atteindre les 6 points ou bien les 3 points qu'ils ont là-bas, bon, il y a tout ça. Il y a une chose souvent que les hommes disent, c'est que les femmes, quand elles sont en sport, c'est « oh, j'ai mal par-ci, oh, j'ai mal par-là ». 2-3 jours après, elles ressentent beaucoup de courbatures. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux femmes pour atténuer ces courbatures, atténuer la douleur physionomie? Pour atténuer la douleur en sport, c'est un secret. Et je sais que les grands-mères, les grands-mères vous le diront, il faut refaire le sport. Il faut guérir le mal, pas le mal. Il faut refaire le sport. Si c'est à cause du sport que vous avez des courbatures et autres, refaites les mêmes exercices. Et là, votre corps s'habitue à ça. Au bout d'1 mois, vous allez beau faire du sport, vous ne ressentirez plus de courbatures. Et vous savez quoi, quand on fait le sport, on ne veut pas à l'hôpital comme ça. Les médecins sont contre les sportifs. C'est également contre l'obésité. Mais si, parce que le corps arrive à résister à tout ce qu'il y a comme endémie, épidémie et autres. Parce qu'il se solidifie. S'il y a même une épidémie chez vous, je crois que vous serez la dernière personne. Donc, dois-je dire aux populations, à ces femmes qui nous suivent ou ces hommes, de faire le sport pour éviter le Lassa et l'Ebola. Justement, comment, à votre avis, donner au Bénin l'envie aux filles de pratiquer de plus en plus de sport? Parce qu'on sait qu'à l'école, au collège, je dirais, le sport est au programme, mais finalement, les filles, souvent, elles sont plus là à papoter, à discuter que de pratiquer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez, ça fait déjà partie des points faibles de notre culture. On a toujours donné la latitude aux garçons de faire tout ce qu'ils voulaient, de pratiquer n'importe quelle discipline. Mais aux filles, on les en a toujours empêchées, soit disant qu'elles sont préparées à la vie conjugale et autres. Donc, on a mis ce frein pour que nos belles familles ne puissent pas nous honir. Et avec tout ce que nous voyons, ça change. Hein? Maintenant, c'est en train de changer. Et je sais que si les filles s'adonnent à une discipline, l'avenir du sport serait féminin. Ouais. Parce que quand elles sont déterminées, vous les voyez, c'est que elles vous entraînent en fait. Dans tout ce qu'elles pratiquent comme sport, il y a toujours une souplesse, il y a toujours une aisance, quoi. Et puis, en fait, même si c'est un jeu brutal que vous n'aimez pas, vous affectionnez. Vous allez aimer. Comme le football féminin, d'ailleurs. Vous aviez gagné quoi en étant manager de sport? Qu'avez-vous gagné? Beaucoup. C'est très beau de voir les autres parler de vous, de vous citer en modèle. Et on sourit. N'est-ce pas? Parce qu'on amène tout le monde à être en bonne santé. Exactement. Et quand vous choisissez ce qui vous plaît, vous vous sentez au mieux. Ce sera donc le mot de la fin. Merci Madame Floriane Afoutou d'être venue sur ce plateau. Merci. Je vous propose de réitérer l'expérience ce vendredi. Et là, on va se focaliser sur le sport et le régime, donc à savoir la perte de poids.
Ok. Pas de souci. L'obésité en question. Merci Exactement. beaucoup. Et déjà, avant de vous retrouver vendredi, on va demander aux téléspectateurs de suivre ici la météo en rappel. Et c'est définitivement terminé, mesdames et messieurs. On va se retrouver demain pour un autre numéro du Grand Rendez-vous. Et oui, toujours pour votre développement personnel et pour le développement de la nation. D'ici à là, portez-vous très bien.